Bonjour à tous, donc je suis Sylvie Vampen et je suis chercheure à IRSTEA Aix-en-Provence après avoir été, comme l'a dit Thierry, longtemps à Grenoble. Donc le sujet du jour, c'est trame verte et bleue et voir plus particulièrement ses interactions avec la nature en ville. Donc d'où vient cette politique de trame verte et bleue? Ça vient d'un constat, c'est que malgré ce qu'on avait mis en place depuis les lois de protection de la nature de 1976, qui protégeaient surtout les espèces avec des listes d'espèces protégées, des gestions de sites avec les cœurs de parc, les réserves, les arrêtés de protection de biotopes, malgré la mise en place du réseau Natura 2000, on continue à avoir une érosion de la biodiversité, donc diminution du nombre d'espèces. Alors en France, ce n'est pas tant les espèces protégées qui sont en danger, c'est beaucoup plus les espèces communes, parce que justement, elles ne sont pas protégées par les lois précédentes, qui avaient mis des dérogations à la destruction d'espèces protégées en cas d'impact d'infrastructures ou d'aménagement, mais rien sur les espèces communes et rien sur la fonctionnalité des milieux, c'est-à-dire comment les espèces peuvent se déplacer et peuvent finalement être présentes et nous rendre des services. On a toujours une augmentation de la consommation d'espaces naturels agricoles, malgré des politiques qui ont annoncé il y a quelques années le zéro perte nette de terres naturelles et agricoles. Donc la consommation d'espaces agricoles fait qu'on a une augmentation de la fragmentation, je vais vous montrer ça en illustration juste après, et en plus vient par-dessus le changement climatique, avec des modifications de milieux qui font que les espèces, elles ont besoin de se déplacer, soit plus en altitude pour les espèces de montagne parce qu'elles n'ont plus leurs conditions favorables où elles sont, elles doivent essayer de trouver plus frais et plus humide, ou migrer vers le nord pour celles qui sont plutôt en zone de plaine. Donc ce qui est le mieux suivi en France depuis plus longtemps, c'est les oiseaux communs, par un suivi avec un protocole qui est mené de manière systématique tous les ans depuis 1989. Et vous voyez là que les seules espèces qui sont en gain en termes de nombre d'individus de population depuis 1989, c'est les espèces généralistes qui sont capables de vivre dans plusieurs milieux, qui sont généralement qui ont une niche écologique beaucoup plus large et qui sont capables de s'adapter. Et toutes les espèces de milieux spécialistes, donc que ce soit celles des milieux forestiers et encore plus celles des milieux bâtis et des milieux agricoles, elles sont en très net déclin puisqu'on a des pertes jusqu'à 30% de la taille des populations sur les espèces des milieux ouverts agricoles. Sur les papillons, on a exactement le même constat. C'est un suivi moins long qui date seulement d'une dizaine d'années. Les espèces généralistes, elles sont stables et elles progressent. Vous avez un exemple bien connu, c'est les pierrides du chou ou autres espèces associées. Par contre, les papillons plus spécifiques des prairies sont en baisse lente de leurs effectifs, comme c'est le cas pour le myrtille. Et les espèces typiques des forêts sont pour l'instant relativement stables. Et vous avez l'exemple du nacré de la ronce qui illustre ça. Une espèce qui n'est pas en perte de nombre d'individus, c'est l'espèce humaine, qui est une espèce invasive et très perturbatrice. Et vous voyez ici la croissance exponentielle de la population humaine, qui explique les problèmes de la nature sur ces dernières centaines d'années, vu notre rythme de progression. Et vu toutes les actions qu'on a sur le milieu pour vivre. Voilà. Donc les principales sources d'érosion de la biodiversité en France, c'est l'homogénéisation des paysages. Donc au lieu d'avoir des paysages très variés avec différentes cultures, des haies, des petites mares, des choses comme ça, pour produire de manière industrielle, on a supprimé tout ce qui gênait le passage des tracteurs, on a fait de la monoculture. On a aussi rectifié les cours d'eau parce qu'il y a une époque, c'était la mode, il fallait que ça aille droit et que ça aille vite. On détruit aussi des milieux pour construire nos voiries et construire nos bâtiments. Et les voiries font une fragmentation qui sépare les milieux en différents morceaux. Et quand les infrastructures forment des barrières imperméables, les espèces ne peuvent pas aller d'un endroit à l'autre. Donc elles ont leur territoire réduit. Elles ne peuvent pas bouger pour aller se reproduire. Donc on peut avoir une consanguinité qui fait qu'on a des espèces plus fragiles et on risque d'avoir des populations qui disparaissent sur des petits territoires, simplement liées au fait qu'il y a des barrières à leur déplacement. Et puis en plus, il y a toutes les autres perturbations, la pollution, l'introduction d'espèces invasives qui peuvent aussi avoir des impacts forts, soit des espèces végétales, soit des espèces animales. Sur le secteur littoral, on connaît bien la griffe de sorcière qui est un vrai problème sur le pourtour méditerranéen. Et donc le changement climatique, comme je l'avais annoncé. Par exemple, un type de pollution, c'est la pollution lumineuse. Donc vous voyez ici la carte
d'Europe la nuit, on voit nettement les tracés des grandes agglomérations, le tracé de certaines grandes infrastructures. Et puis vous avez par exemple ici une photo d'un pont à Bordeaux. On voit clairement que par exemple pour des espèces qui fuient la lumière, eh bien, ce type d'éclairage de nuit qui met en valeur le patrimoine bâti eh bien, fait une barrière qui est quasiment infranchissable, par exemple pour certaines espèces de chauves-souris ou d'insectes. Et puis en bas, vous avez la façon dont commencent à se développer les villages qui éteignent leur éclairage la nuit. Et vous voyez que c'est quand même encore assez disparate. Il y a des poches où ça fait boule de neige et où quand on voit que le village voisin l'a fait, qu'il n'y a pas eu plus d'accidents, au contraire moins d'accidents parce que les voitures roulent moins vite, qu'il n'y a pas eu de cambriolage et puis que les gens sont finalement contents parce que ceux qui sont à côté des réverbères, ils dorment finalement mieux la nuit. Et ben voilà, les communes d'à côté osent le faire, donc c'est pour ça qu'on a des concentrations sur la région Rhône-Alpes-Auvergne, où il y avait des associations naturalistes qui avaient vraiment poussé là-dessus et des communes qui avaient vraiment commencé. Et puis sur la région ouest, parce que là c'est pareil, il y avait des militants de l'association de protection pour le ciel nocturne qui ont réussi à mobiliser des communes. Alors, en termes de consommation d'espace, là, vous avez ici une comparaison des sols artificialisés entre 2006 et 2014, et en regard pas tout à fait aux mêmes dates, mais c'est proche, la variation du nombre d'habitants. Alors, en théorie, on pourrait penser que c'est quelque chose qui est similaire, on devrait trouver le plus de consommation d'espace où il y a le plus de croissance. Alors, c'est généralement vrai, mais pas toujours. Et on a des régions, notamment des régions ici, où il y a une très très faible croissance, qui ont une consommation d'espace très très importante. C'est lié au mitage avec des gens qui vont s'installer encore sur des très grands terrains pour construire des maisons individuelles, alors que finalement dans les secteurs qui sont déjà sous forte pression urbaine, on a réduit les tailles des parcelles et on construit sur 400-500 mètres carrés, alors que dans les zones du cœur de la France où il y a beaucoup d'espace, on construit encore sur 1200-1300 mètres carrés, voire plus, pour avoir sa maison bien à l'abri. Et puis on se clôture pour être bien chez soi, et donc on crée une enclave fermée qui imite le paysage et qui fait une fragmentation aussi à cette échelle-là. Alors, la surface actuellement d'artificialisation des terres, c'est 58 000 hectares par an. C'est un peu en baisse depuis les années 2010, ça baisse un peu. Et la répartition, c'est majoritairement l'habitat individuel. Alors, ce n'est pas forcément que le bâti qui est compris dans les 46%, mais il y a aussi l'entrée de la maison jusqu'au parking. Il y a la pelouse qui est généralement un milieu pas très naturel. Et puis, il y a tous les réseaux routiers qui sont associés au déplacement, donc vers les habitations, mais aussi vers les centres commerciaux et tout ça. Et ça se fait en très grande majorité sur les terres agricoles. Et parmi ces 58 000 hectares, 75% sont complètement imperméabilisés. Donc ça veut dire aussi que derrière, ça crée des problèmes en termes d'infiltration des eaux de pluie, donc recharge de nappes qui se fait moins, inondations qui se font plus vite, puisqu'on va avoir l'eau qui va filer directement vers les cours d'eau et les gonfler très rapidement, alors que si c'était des sols perméables, ça s'infiltrerait. Donc il y a une série de conséquences en cascade. Alors là, c'est un extrait du baromètre de la nature PACA qui vous montre la répartition des différentes occupations du sol en PACA et qui vous montre aussi comment ça a bougé entre les années 90 et les années 2000. Et en dessous, vous avez la ligne qui correspond à la moyenne française, ici. Et vous voyez que PACA est quand même très très atypique par rapport aux autres régions françaises, notamment par sa faible part de sol agricole, puisqu'il n'y a que 12% de sol cultivé, alors que la moyenne française c'est 34%, et à contrario, sa très grande part de zones de boisement, puisqu'on a plus de 43% du territoire qui est boisé, alors que la moyenne française est de 31%. Et puis vous voyez aussi que la consommation d'espace, finalement en PACA, elle a bien diminué, elle a diminué de quasiment de moitié, puisque entre 1993 et 2004, il y avait en gros 2900 hectares par an qui étaient consommés, et que entre 2006 et 2010, ce n'est que 1400 hectares par an. Donc il y a eu un gros effort de fait, mais il faudrait quand même augmenter cet effort. Voilà. Et puis là, c'est un document issu des travaux de l'Adréal. Ça vous montre
comment se transforment les sols d'un milieu vers l'autre. Donc en rouge, c'est les milieux naturels qui sont devenus artificialisés dans la période 1990-2006. En bleu, c'est les zones agricoles qui sont devenues artificialisées. Et en vert, c'est les terres agricoles qui sont devenues naturelles. Alors c'est majoritairement des sols en déprise, enfin des parcelles agricoles en déprise qui sont redevenues de la forêt ou de la garrigue ou de la lande avant de revenir de la forêt. Ouais, donc vous voyez quand même une localisation très très nette en PACA le long du littoral et puis le long des grands axes routiers et des vallées. C'est assez marqué sur cette carte. Alors, tout ça pour en venir, on a parlé de nos besoins de déplacement à nous. Vous avez ici un petit schéma qui fait le parallèle entre les besoins de déplacement des hommes et ceux des animaux, pour expliquer pourquoi on en est venu à penser à ce concept de réseau écologique, donc laisser des territoires où les animaux peuvent se déplacer d'un milieu à l'autre, puisqu'ils ont besoin de plusieurs milieux pour vivre. Donc on peut avoir des déplacements qui sont des déplacements journaliers. Donc là vous avez un schéma qui vous montre ça. Donc en bas, on a les déplacements qui sont des déplacements journaliers ou saisonniers entre différentes tâches d'habitat relativement proches. À l'échelle de plusieurs générations, on peut avoir des modifications et des déplacements entre différents sites. C'est notamment les déplacements à grande distance qui vont se faire où des animaux vont partir pour aller se reproduire dans une autre population, puisque dans beaucoup d'espèces animales, les jeunes, quand ils arrivent presque à maturité sexuelle, sont chassés par le groupe des parents pour qu'ils aillent se reproduire ailleurs. C'est une adaptation au fait que la consanguinité, ce n'est pas quelque chose de très bon. Donc on les envoie, on les chasse pour qu'ils partent aller fonder une famille ailleurs. Et puis à l'échelle encore plus lointaine, à l'échelle de métapopulation, on a là ce qui se passe quand il y aura l'adaptation nécessaire au changement climatique. Il faudra que certaines populations se déplacent encore plus loin. Donc ça montre qu'il y a vraiment différents degrés de niveau de déplacement pour les espèces. Donc le constat que les protections qu'on avait n'étaient pas suffisantes ont amené à penser autrement. Donc penser à conserver des écosystèmes fonctionnels pour que la nature elle, se débrouille toute seule et qu'en cas de perturbation, elle soit capable de retrouver son niveau, c'est ce qui s'appelle la résilience, et puis qui en plus nous rend un tas de services gratuits, ce qui n'est pas négligeable. Et donc l'idée, c'est de réduire la fragmentation du territoire, y compris pour les espèces de la nature dite ordinaire, donc en reliant les zones protégées par des couloirs, des corridors qu'on va essayer de protéger des perturbations. Donc c'est ce qui s'appelle un réseau écologique et on va essayer de le préserver et de le restaurer ou de le recréer s'il n'est plus opérationnel. Donc voilà le schéma classique qui traduit ce réseau écologique français qu'on a choisi d'appeler trame verte et bleue. Parce que en fait, le mot réseau écologique faisait référence à réseau Natura 2000 et que le monde agricole faisait une allergie très très forte au mot réseau parce qu'ils avaient très mal vécu la mise en place de Natura 2000. Donc le terme qui a été choisi, ça a été trame verte et bleue. Et dans la littérature scientifique, on parle plutôt de zone noyau pour ce qu'on a appelé réservoir de biodiversité. Pour la même raison, zone, ça faisait penser à zonage et ça ne convenait pas non plus. Donc vous avez en vert foncé les réservoirs de biodiversité. C'est des zones suffisamment grandes et de bonne qualité de milieu pour que les espèces puissent y faire tout leur cycle de vie. Donc généralement, c'est en grande majorité des espaces déjà protégés, mais il y a d'autres espaces qui ont pu y être ajoutés dans le processus de désignation des trames vertes et bleues. Et surtout, la nouveauté, c'est qu'ils sont reliés par des corridors pour justement permettre les déplacements de population. C'est ce qu'il n'y avait pas avant. Avant, on n'avait que la préservation de ces zones réservoirs par différents outils de politique de l'environnement et on n'avait pas du tout la protection des déplacements entre eux. Donc je vais vous illustrer par des photos les différents types de corridors qui peuvent exister. Donc là vous avez un exemple de corridor linéaire. Donc vous avez un petit cours d'eau sur le côté gauche de la photo bordé par une petite bande de boisement et une bande enherbée qui est obligatoire entre la culture et le cours d'eau. Donc ça permet les déplacements de mammifères aquatiques et semi-aquatiques et puis de mammifères qui vont se déplacer en suivant les boisements ou sur les milieux ouverts. Vous avez aussi certains agriculteurs qui placent des bandes fleuries en bordure de leurs parcelles. Donc ça, c'est un but de déplacement d'espèces et surtout des espèces qui vont être auxiliaires des cultures, c'est-à-dire qui vont aider à attaquer les ennemis des cultures, donc des cirfes, des carabes qui vont aller manger des pucerons, des coccinelles qui vont aller manger des pucerons, des abeilles ou des pollinisateurs sauvages qui vont pouvoir venir polliniser les parcelles.
Donc ça, c'est quelque chose qui commence tout doucement à se développer. Et puis il y a aussi bien sûr les plantations de haies, les choses comme ça. Pour les corridors en pas japonais, la notion de pas japonais, c'est la notion de gué. On fait des pas d'un endroit à un autre, comme si on traversait une rivière sur un gué. Et donc là, par exemple, vous avez une illustration sur un milieu de très grande culture, où finalement les seuls boisements, c'est ce qui se développe au pied des pylônes électriques. Donc j'ai des collègues d'IRSTEA Nogent-sur-Vernisson qui ont étudié ces bosquets, qui ont vu qu'effectivement c'était une zone refuge dans un milieu très très artificialisé et d'agriculture intensive. Il n'y avait que là finalement que les espèces aient trouvé des petits endroits pour vivre. Puis comme ils ne sont pas trop éloignés les uns des autres, par exemple des oiseaux ou des micro-mammifères peuvent réussir à aller de l'un à l'autre et se déplacer. Et sinon vous avez aussi par exemple l'illustration inverse. Dans une forêt, ce qui va, dans certains cas, être le milieu qui aura besoin d'être lié, c'est par exemple les landes. Donc là, vous avez un exemple d'un réseau cartographié dans le parc naturel régional de Oise, Pays de France, donc au nord de Paris, du côté d'Ermenonville, où en violet sont représentées les landes. Et vous voyez que la petite tache en bas, c'est un petit élément de lande qui peut permettre d'aller rejoindre une grosse zone qui est en dehors de ma diapo, parce que la carte était un peu trop grande. Donc voilà, donc on peut avoir, donc là l'élément défavorable pour les espèces de milieu de lande, c'est la matrice forestière. Donc on essaye de créer de proche en proche des habitats en réouvrant des clairières, en entretenant des clairières ouvertes et des landes pour avoir des espèces qui vont pouvoir persister, se déplacer. On parle de corridors paysagers quand finalement on n'est pas capable de dire où les espèces vont passer parce que tout peut permettre dans le paysage aux espèces de se déplacer. Donc c'est majoritairement des paysages d'agriculture extensive. Donc là vous avez une vue d'un secteur de Bourgogne avec un réseau de haies et puis des prairies. Et là vous avez un peu le même genre de paysage dans le Trièves du côté de Mins entre Grenoble, enfin au sud de Grenoble. Donc on voit que là, voilà, pour un tas d'espèces, aussi bien de milieux ouverts que de milieux boisés, elles trouvent les endroits où elles vont pouvoir se vivre et se déplacer. Par contre, dans ce type de paysage, là, il y a vraiment que les espèces spécialistes des milieux ouverts qui vont pouvoir y vivre. Par exemple, on peut avoir des... Bon, là, je ne sais plus où est pris la photo, mais dans ce type de paysage, on peut avoir des busards inféodés aux grandes cultures, on peut avoir des outardes, mais les autres espèces, elles ne trouveront pas d'endroit pour vivre et se déplacer. Donc, on parle d'une matrice paysagère peu perméable ou perméable à très peu d'espèces. Voilà, donc... Voilà les fondements de la trame verte et bleue, avec des objectifs qui sont de préserver la biodiversité en maintenant ses possibilités de déplacement. Et les moyens pour assurer ça, c'est les continuités écologiques, donc qui comprennent les réservoirs de biodiversité et les corridors, qui sont inscrites dans le Code de l'environnement. C'est indiqué qu'au niveau par exemple, des études d'impact, il faut les préserver. Et c'est surtout inscrit dans le Code de l'urbanisme, parce que vous allez voir qu'un des outils de mise en œuvre, c'est dans les plans locaux d'urbanisme. Voilà. Et donc tous les projets d'aménagement, quand ils ont une certaine ampleur, dans les études d'impact, doivent prendre en compte les continuités écologiques, essayer de les éviter. S'ils ont des impacts dessus, essayer de réduire les impacts. Et s'ils n'arrivent pas à réduire les impacts, essayer de les compenser. Et je vais vous montrer quelques exemples pour montrer comment on peut réduire les effets tout à l'heure. Donc, comment elle se met en œuvre cette politique? Donc, c'est une politique qui est descendante en France, mais qui avait eu des exemples précédemment. Il y avait des départements, des régions ou des parcs naturels régionaux qui avaient commencé avant le Grenelle de l'environnement à établir leur réseau écologique. Donc, ça avait commencé dans le Nord-Pas-de-Calais, il y avait l'Alsace, il y avait le département de l'Isère, la région Rhône-Alpes, qui avaient fait ce travail à leur échelle. Ils avaient défini leur réseau écologique. Et donc, les orientations nationales, elles sont là pour définir un certain nombre de critères qui doivent être respectés pour assurer une certaine homogénéité sur le territoire. Mais il n'y a pas une méthode définie de manière officielle et une méthode unique. Chaque région a choisi de dessiner et d'identifier sa trame comme elle le voulait. Notamment parce que comme il y avait des régions qui avaient déjà commencé, l'État n'a pas voulu leur dire de refaire le travail et elles étaient parties sur des méthodes toutes différentes. Donc il n'y avait pas une seule méthode qui pouvait être choisie. Ces orientations nationales, elles doivent servir aux infrastructures de l'État et de ses établissements publics qui doivent les respecter avec un niveau strict de prise en compte, le niveau de la compatibilité, et elles doivent être prises en compte avec un niveau moindre au niveau régional, avec un schéma qui s'est construit dans toutes les régions de France entre 2010 et 2015 en gros, qui a été co-rédigé entre l'État, donc l'ADREAL et le préfet, et les régions, et qui a été pour beaucoup de régions établi avec une très grande concertation des acteurs locaux.
Donc ce schéma régional, il contient un état des lieux qui définit les enjeux du territoire, qui cartographie la trame verte et bleue et qui a surtout un plan d'action pour essayer de la mettre en œuvre. Et ce schéma régional de cohérence écologique, il doit être pris en compte à l'échelle locale dans les documents de planification, comme les schémas de cohérence territoriaux, et dans les documents d'urbanisme des communes, les plans locaux d'urbanisme. Et on verra des exemples après. Et il doit être pris en compte au niveau de tous les projets d'aménagement. Parce qu'il y a des emboîtements d'échelle. Ce qu'on voit au niveau du SRCE, qui est à l'échelle de toute la région et qui a une échelle cartographique du 100 millième, c'est des déplacements de grande ampleur. Et c'est des relations entre grands types de milieux. Au niveau du SRCE, on n'a pas pris en compte, par exemple, les déplacements de batraciens d'une zone boisée vers une mare, parce qu'avec l'échelle des données qu'on avait, c'était quelque chose qui n'était pas possible de prendre. Donc ça, par contre, c'est des choses qui devront être affinées au niveau local, et c'est des choses qui apparaîtront dans les trames vertes et bleues des communes, si elles sont concernées par ces espèces. Et à contrario, dans certains cas, on peut avoir une commune qui, par exemple, n'a pas de boisement, mais qui est située sur un corridor boisé qui a été identifié par le SRCE, parce qu'à l'échelle du SRCE, on voyait très bien que cette commune, elle était dans un axe entre deux massifs forestiers très importants et qu'il fallait absolument préserver des zones relais sur cette commune. Donc il y a toujours un aller-retour à faire entre ces différents niveaux, le niveau local pour regarder de manière plus fine, mais le niveau régional pour vérifier qu'on n'a pas oublié des enjeux. Donc voilà à quoi ressemble le schéma régional de cohérence écologique PACA. Bon là, ce n'est pas l'échelle du 100 000, c'est la carte qui fait la synthèse de tout. Il y a tout un tas d'atlas qui sont téléchargeables sur le site de l'Adréal qui permettent de voir son territoire de manière plus fine. Et donc vous avez en vert tous les corridors, tous les réservoirs de biodiversité, pardon. Alors en PACA, c'est 59% du territoire en réservoir, et en jaune, c'est les corridors qui les relient, et c'est 4% du territoire. Donc la région PACA est la région qui a la plus grande trame verte et bleue française. Je vous montrerai les chiffres après. C'est normal parce que vous avez déjà vu qu'il y avait 43% de la région qui était boisée. Donc on avait aussi énormément de milieux naturels qui étaient déjà préservés par différents outils de protection. Donc finalement, ces 59%, ce n'est pas une mise sous cloche nouvelle, c'est beaucoup une utilisation de ce qui était déjà, puis quelques ajouts quand même, parce que les acteurs locaux ont signalé des secteurs qui étaient importants. Alors quand on descend à une échelle plus locale d'un plan d'urbanisme, donc là vous avez par exemple comment peut se représenter un schéma qui montre les liaisons qui sont à conserver au niveau d'une commune. Donc on a différents massifs avec les grandes flèches qui montrent qu'il faut conserver des continuités écologiques de grande ampleur au sein de la métropole, et puis des flèches plus petites qui montrent là plutôt des corridors au niveau vraiment de la commune. Et ça doit se traduire dans le document d'urbanisme. Donc ce n'est pas la même commune, mais voici un exemple de comment ça peut se préserver au niveau d'une commune. Donc là on est dans le document graphique du plan local d'urbanisme qui prend vraiment chaque parcelle et qui a un zonage classique agricole, naturel et à urbaniser, enfin urbanisé ou à urbaniser, sur lequel on rajoute des éléments pour protéger les corridors. Donc vous avez en jaune et en vert les éléments de trame qui ont été identifiés, et il y a différents outils qui sont utilisés là pour les protéger. Donc vous avez la possibilité d'un classement en espace boisé classé qui va empêcher un changement, qui va empêcher qu'on coupe des arbres et qu'on fasse un changement d'usage du sol sur la zone boisée. Et vous avez des zonages corridors qui peuvent s'appliquer sur des zonages agricoles ou des zonages naturels, et qui vont impliquer des contraintes supplémentaires définies au niveau du règlement. Donc par exemple, ça va être définir des secteurs où il y aura une inconstructibilité totale, même par exemple pour le milieu agricole qui d'habitude peut construire des bâtiments agricoles sur ces parcelles. Ben là, si c'est classé en corridor et que le règlement le prévoit, peut-être que ça sera inconstructible, ou qu'on demandera un certain retrait du bâtiment par rapport au bord de la parcelle ou par rapport à une lisière boisée, par exemple, ou ça peut être pour des secteurs plus urbains, de définir que les clôtures, on doit laisser un espace en bas des clôtures pour que les petits mammifères, les hérissons et tout ça, puissent passer d'un jardin à l'autre. Donc là, je vais vous montrer quelques exemples de ce qui s'est fait pour restaurer des continuités écologiques qui n'existaient plus. Donc vous avez ce qui s'appelait les passages à crapauds, mais qui s'appelle maintenant passages à petite faune, parce qu'on s'est aperçu qu'il n'y avait vraiment pas que les crapauds qui l'utilisaient. Donc c'est un exemple en Isère, et c'est un exemple assez particulier. Pour l'instant, c'est le seul qui ressemble à ça, parce qu'on avait une espèce qui est la petite rainette là-haut, qui est une rainette qui est capable de monter, de grimper, alors que les autres batraciens qui sont généralement ciblés pour ce type de passage
ne peuvent pas sauter en hauteur, donc quand ils sont dans le caniveau ici, ils ne risquent pas de s'échapper, tandis que la rainette pouvant s'échapper, il y a eu cette structure en biais qui a été faite pour essayer de la bloquer. Donc quand les animaux arrivent dans ce caniveau, ils tombent dedans, ils vont se déplacer le long et puis ils vont tomber dans des trappes qui vont les faire passer sous la route. Donc vous avez sur la photo en haut à droite le passage qui est sous la route. Donc on voit de l'autre côté l'accès vers le plan d'eau où ils vont aller se reproduire. Et puis en sens inverse, ils repassent aussi à un autre endroit pour retrouver leur milieu forestier. Là, vous avez des choses de plus grande ampleur qui sont des restaurations de passages pour tout type de faune sur des autoroutes. Donc, notamment sur les autoroutes qui ont été faites à partir des années 60 jusqu'aux années 80, en gros, où on ne s'était pas du tout préoccupé des déplacements des espèces de part et d'autre de l'autoroute. Donc, vous avez là des exemples de l'écopon de Pignan, qui est dans le Var. Et avec deux particularités. La particularité première, c'est qu'en zone méditerranéenne, généralement, les autoroutes sont bordées par des pistes de défense contre les incendies, donc des pistes carrossables. Et que donc, du coup, la société a dû inventer un système de barrières que vous voyez en bas à gauche, pour que les animaux puissent passer ces barrières, mais que les quads et les motos ne puissent pas traverser les copons, parce que toutes les études montrent quand on a des passages d'humains sur ou dans les passages... Ça peut être des passages sous la route qu'on fait pour les animaux aussi, sur ou sous la route. Quand on a des humains qui passent, notamment avec des motorisations, ça laisse des odeurs et les animaux n'aiment pas trop. Et même si on passe à pied, on laisse aussi des odeurs que nous on ne détecte pas, mais que les animaux détectent. Et puis l'autre particularité, c'est l'aménagement qui est fait en bordure. Donc ces espèces de pierres qui s'appellent en fait une éco-restanque et qui sont des petits milieux de cachette pour que les reptiles et puis les micro-mammifères puissent se déplacer avec des conditions qui leur sont favorables. Et donc ces éco-ponts sont maintenant toujours équipés de caméras ou d'appareils photo pour surveiller l'efficacité et ils sont très utilisés par beaucoup d'espèces et très très vite. Il n'y a pas besoin de flécher la route assez vite. Les animaux trouvent le chemin, même si on s'aperçoit avec les études que le plein taux d'utilisation met entre 5 et 10 ans à être atteint, mais très très vite on a un certain nombre d'espèces qui passent, y compris des espèces qu'on ne connaissait pas forcément tellement bien dans le territoire, notamment quasiment sur tous les écoponts qui sont surveillés et tous les passages sous les routes, on a des genettes qui se font photographier, alors que le genette c'est une espèce de, on va dire quoi, un chat assez étroit, tacheté, un animal très très discret, tellement discret que généralement on ne sait pas qu'il est sur le territoire, mais il est pris assez fréquemment sur les passages équipés d'appareils photo. Vous avez un autre exemple ici qui est sur l'autoroute A7 pour l'écopont du Haut entre Lyon et Valence. Et puis dessous, vous avez d'autres types de passages, donc qui sont des passages qui ont été faits sur l'autoroute. Donc là, c'est pour des mammifères jusqu'à la taille du renard, du blaireau, et qui sont ici bien utilisés malgré la longueur de traversée, puisque là, l'autoroute, elle a 2 fois 3 voies à cet endroit-là, donc ça fait quand même un bout. Mais dans la mesure où les animaux, enfin là, avec la lumière, on ne voit pas trop, mais sur la photo en bas à droite, on distingue la petite lumière au fond, et en fait, les animaux, dès qu'ils voient, s'ils voient la lumière, ils osent traverser généralement. Et puis, pour les continuités, pour les poissons, et puis aussi pour les mammifères semi-aquatiques comme la loutre ou le castor, et vous avez ici la création d'une passe à poissons. Le pont que vous voyez en haut à gauche, en fait, enfin le seuil, là, le barrage, il faisait toute la traversée de la rivière. Il a été coupé et à la place, on a fait une rampe en pente douce. Donc on a séparé du cours d'eau par des pales planches, enfin un mur de pales planches. Et on a mis ces plots en béton pour permettre aux poissons notamment de se reposer pendant la montée, parce que c'est quand même assez long, il y a du courant puisque c'est en pente, et donc ils ne sont pas capables de remonter d'un seul coup, mais ils peuvent se mettre à l'abri du courant derrière ces petits plots béton et pouvoir remonter. Et c'est des appareils qui sont équipés, enfin c'est des passages qui sont équipés aussi d'appareils photo, vous l'avez sur la photo là-bas, le petit appareil qui dépasse en bas, c'est aussi une caméra pour filmer les remontées de poissons, et aussi de loutre éventuellement. Voilà, donc on va maintenant aborder plus spécifiquement la nature en ville. Donc quels sont les bienfaits de la nature en ville? C'est démontré que ça a des effets sur la santé, sur le bien-être, sur le lien social. C'est des lieux où on vient se rencontrer, se poser dans l'herbe et pique-niquer par exemple. Ça renforce aussi l'identité et l'appartenance à un territoire.
Pour l'environnement et les équilibres naturels, ben, c'est très bon pour la biodiversité, même si la biodiversité urbaine elle est peut-être un peu moins riche et un peu moins variée que la biodiversité de milieu naturel, mais il y a quand même un certain nombre d'espèces intéressantes. Ça crée une régulation thermique et avec l'augmentation de la chaleur, ça permet un peu de combattre les îlots de chaleur qui sont le fait que le béton de nos villes et nos grands blocs d'immeubles en fait augmentent la température. Dans le 20 minutes de ce matin de Paris, je ne sais pas si dans celui de Marseille il y avait ça aussi, il y avait un article sur l'estimation que dans les villes on pourrait d'ici 20 ans avoir 7 à 8 degrés de plus en termes de canicule. Voilà. Et donc tout ce qui est parc, tout ce qui est arbre, ça permet de baisser un peu la température, ça a été mesuré lors de la canicule de 2003. Sur la qualité de l'air aussi, parce que les arbres finalement, ils arrivent à capter un certain nombre de poussières et permettent de limiter la pollution de l'air. Et puis en termes d'écoulement des eaux, ben, dès qu'on a du sol perméable, ben, ça permet une infiltration et donc limiter les érosions, les écoulements des eaux. Et puis ben, pour l'économie, ben, ça permet aussi en certains cas de valoriser le bâti. On peut aussi avoir des utilisations des produits végétaux, même en ville, par la récolte du bois, par exemple, en entretien de haies et d'espaces verts. Il y a de plus en plus d'agriculture urbaine. Vous avez tous entendu parler des abeilles qui sont sur les toits d'immeubles en plein cœur de ville et qui font du miel moins pollué qu'en zone agricole intensive et qui se portent relativement bien. Et puis, c'est aussi un élément touristique, d'attractivité du territoire, aussi pour le tourisme, mais aussi pour l'installation d'entreprises, de venir s'installer et pouvoir attirer du personnel qui sera fidélisé parce que le milieu, le cadre est agréable. Donc voici quelques illustrations d'activités qui peuvent avoir pour cadre la nature en ville. Donc j'ai photographié ce petit garçon dans un parc à Grenoble qui fait de la gestion différenciée. Donc c'est-à-dire qu'il fauche très très peu, il faut juste le bord des allées. Et puis, je l'ai pris de dos parce que pour les droits à la propriété d'image et tout ça, c'était plus simple. Mais il avait un sourire béat parce qu'il y avait l'herbe qui lui chatouillait les jambes et il était ravi. Et puis, la photo en haut à droite, c'est tout récemment, je suis allée à un colloque en Belgique, à Gand. Et puis, il y avait des moutons qui pâturaient sur le bord d'un canal. Et puis, plein de gamins qui étaient là autour en train de regarder. Et puis, j'ai fait une photo de dos du monsieur qui gardait les moutons, qui avait un blouson avec un logo sur son dos. Puis je me suis dit, c'est un service de gestion d'espaces verts bio. Enfin, voilà. Et ben non, c'était une ferme. C'était la ferme de l'Hirondelle, qui est une ferme bio à proximité de Gand et qui vient faire pâturer ses moutons sur le bord des canaux. Donc ça, c'est vraiment un entretien écologique et qui sert à l'agriculture. Et puis, différentes activités de convivialité, de sport dans des parcs. Donc, vous avez un exemple français en bas à gauche avec la Tête d'Or à Lyon et puis un exemple québécois avec une photo d'un parc près de l'université de Montréal. Voilà, donc on va recentrer le SRCE PACA sur la zone autour de Marseille. Donc ça c'est un extrait d'une des planches au 100 millième qui constitue le SRCE PACA. Donc il y a 10 planches qui couvrent toute la région. Et donc vous voyez qu'à cette échelle-là, on a considéré que la zone urbanisée de Marseille et de toutes les autres communes, c'était des secteurs qui ne faisaient pas partie de réservoirs de biodiversité. Les réservoirs sont en vert et c'est tous les massifs que vous connaissez bien autour de Marseille. Mais si on regarde de manière plus fine avec d'autres études, vous avez par exemple ici le SCOT de Marseille-Provence Métropole, qui a affiné ces enjeux et qui a défini quelques grands corridors qui traversent le cœur de ville, donc qui sont pour la plupart à restaurer. Donc vous avez le corridor qui suit l'Uvonne, qui est en hachuré, et vous avez les différents cours d'eau, les Égalades et le Jarret, qui sont des bases d'une trame qui peuvent se développer au niveau de Marseille. Et puis entre les massifs, il y a aussi des corridors qui sont identifiés comme devant être à restaurer entre la chaîne de l'Étoile et le massif de la Nerte, par exemple. Parce que Marseille, voilà à quoi ça ressemble quand on est à Allo et qu'on prend une photo vers Marseille. On voit que finalement, on n'est pas sur cette zone énorme toute rouge qu'on avait sur le SRCE, mais qu'on a quand même une végétation qui s'avance relativement près du cœur vraiment du centre-ville et que ça, c'est des espaces où beaucoup d'espèces peuvent vivre et se déplacer dans le secteur périurbain, donc aussi bien dans les parcs publics que dans les jardins privés. Donc au niveau plus fin, là on entre sur une étude qui a été menée entre 2010 et 2012 par le laboratoire de LPED, c'est Population et Environnement et Développement. Voilà. Donc il a fait une analyse de la trame verte de Marseille, donc avant que le SRCE se mette en place.
Et donc là, vous avez une carte qui montre deux choses, à la fois les hauteurs de bâti, donc plus c'est rouge, plus c'est du bâti haut, et quand c'est vert foncé, c'est de la végétation arborée, et quand c'est vert moyen, c'est de la végétation herbacée, puis quand on passe vers les plus pâles, c'est que c'est peu végétalisé. Donc on voit quand même que même sur les secteurs assez proches du cœur de ville, là on a pas mal d'espaces verts et pas mal de végétation qui existent. Et si on fait la séparation entre ce qui relève des parcs publics ou des alignements d'arbres entretenus par la métropole et la ville et ce qui relève des jardins privés, on voit qu'il y a des grands espaces qui sont de nature publique, donc on a notamment tout ce qui est le secteur des calanques, et puis des grands parcs, et que dans le reste, c'est énormément finalement les jardins privés qui contribuent à la nature en ville. Alors, on ne les voit pas forcément, ils peuvent être en arrière-cour, on peut ne pas les voir, mais ils ont quand même un rôle très très important. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans cette nature en ville à Marseille? Donc voilà, je vous ai posé la question, combien on trouve de papillons dans les parcs publics à Marseille? Alors, est-ce que vous avez une idée? Alors, pour donner un ordre de grandeur, en France, il y a en gros 240, 250 espèces de papillons qui sont connues. Dans les parcs publics de Marseille, on en trouve quand même 44. Donc, c'est quand même pas négligeable. Et là, en fait, ça vous montre la répartition des espèces entre les parcs publics et les jardins privés. Donc, plus le rond est gros, ça veut dire plus on a d'espèces. Et plus il est vert foncé, ça veut dire plus on a des espèces qui sont variées. Donc, on voit que plus on se rapproche du cœur de ville, moins il y a d'espèces quand même. Les ronds sont plus petits et les ronds sont vert plus pâle, c'est-à-dire que c'est moins varié que quand on est en périphérie, où là il y a plus d'espèces et où c'est plus varié en termes de nombre de papillons. Alors ce qui peut se faire aussi en cœur de ville, c'est des murs végétalisés. Donc là pour l'instant au niveau écologie et capacité de déplacement, je n'ai pas vu d'études encore qui prouvent que ça a une réelle efficacité en termes de déplacement. On sait par contre qu'il y a des espèces qui y vivent, mais on ne sait pas si elles colonisent de mur en mur et s'il y en a suffisamment pour l'instant pour qu'elles puissent se déplacer. Par contre, ça a des effets importants en termes de cadre de vie, mais aussi en termes de régulation de la température, de l'humidité, donc ça a un rôle qui peut jouer. On a la même chose sur les toits végétalisés. Là, il y a déjà des études qui ont commencé sur Paris et qui montrent par exemple que sur des toits végétalisés de Paris, on y trouve des araignées méditerranéennes qu'on ne trouve pas entre deux. Donc c'est-à-dire qu'elles ont réussi à se débrouiller d'une façon ou d'une autre pour être soit transportées par un grand coup de vent, soit avoir fait des étapes. Et sur certains toits de Paris, il y a des relevés qui ont montré... voilà. Et en Suisse, où tous les toits plats doivent être végétalisés, il y a des nidifications d'oiseaux relativement rares qui se passent sur des toits en plein cœur de Genève. Donc c'est pas qu'un gadget, ça a aussi un enjeu important en termes de récupération d'eau et de rôle tampon par rapport à la température et à la pluviométrie. Et puis dans les bâtiments, on peut avoir différents petites choses. Donc les hôtels à insectes qui commencent à se développer un peu partout, qui permettent à un certain nombre d'insectes d'y trouver différents milieux pour passer l'hiver notamment. Bien sûr les nichoirs. Nichoirs pour oiseaux, mais aussi nichoirs à chauve-souris. La photo en bas à gauche, c'est un nichoir à chauve-souris. Parce qu'à IRSTEA, on a des chauves-souris qui sont dans nos volets roulants. Donc on leur a offert des nichoirs à chauve-souris parce qu'on avait un projet de remplacer nos volets roulants. Donc on leur a mis des nichoirs sur nos façades et dans les arbres juste à côté. Bon, sauf qu'on n'a pas finalement fait notre volet roulant. Donc elles sont restées dans le caisson bien tamponné des volets roulants et nos nichoirs sont vides. Mais bon, c'est pas grave, on a fait le geste. Et puis vous voyez que la nature, elle est capable de prendre ses droits un peu partout dès qu'on la laisse un peu tranquille. Donc là, c'est pas très loin d'ici. Hein. C'est dans un milieu très très urbanisé entre plein d'infrastructures. Et puis il y a ces espèces qui là sont des espèces qui ont colonisé entre les dalles les petits interstices. Voilà, donc pour terminer, je vous montre la page du site internet du Centre de ressources Trinverté Bleu. Donc le centre de ressources auquel je contribue, c'est une petite équipe autour du ministère de l'écologie qui l'aide à mettre en place la Trinverté Bleu, sa mise en œuvre. Donc parmi les organismes qui contribuent, il y a IRSTEA, il y a le Muséum d'histoire naturelle, il y a l'AFB, l'Agence française pour la diversité, notamment avec l'ONEMA, enfin l'ex-ONEMA et puis l'ex-Athènes. Et il y a aussi CEREMA qui contribue.
Et sur ce site internet, il y a plein de choses. Il y a dans l'onglet retour d'expérience, il y a plein de fiches qui montrent différents exemples de restauration, de continuité, de plan local d'urbanisme. Il y a des guides techniques. Dans le volet documentation, il y a des articles scientifiques qui sont synthétisés entre 4 et 6 pages qui vous donnent des informations sur l'avancée de la science sur ces questions de réseau écologique, de déplacement d'espèces, de modélisation et tout ça. Et puis il y a aussi des petits films, il y a des documents pédagogiques, il y a des jeux pour, si vous voulez faire jouer vos enfants, vos petits-enfants ou vos voisins. Voilà, donc et ben maintenant je vais répondre à vos questions. Bonsoir. Bonsoir.